Je m'excuse à tous les épiceries de ce monde, mais c'est pas de la viande de qualité qu'il y a ces tablettes. C'est sûr que... Bon, du coup, ça va être moins bon pour ta santé, non, etc. puis ça vient pas de bêtes qui ont été élevées pour ça. Tu peux trouver un truc comme, mettons, maturation 21 jours, plus de tendreté, tout ça. Mais c'est comme je te disais tantôt, c'est pas souvent, la majorité du temps, c'est pas en dry aging, c'est sous vide. Fait qu'ils font juste comme prendre le morceau de bœuf, ils le foutent dans un sac sous vide, ils mettent ça sur la tablette, puis ils laissent ça pendant 21 jours. Après ça, ils coupent et ils le mettent dans le comptoir à l'épicerie. Fait que oui, OK, ça va être plus tendre, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas vraiment bonifier ta pièce de viande? Non. Moi, je pense sincèrement que si on veut avoir comme la meilleure cuisson puis la meilleure expérience, à mon avis, à moi, c'est médium saignant. OK. Tu sais, moi, je suis juste un peu comme le gardien de tout ça, tu sais. Je m'assure que tout va bien. Tout va bien, mais puis je surveille. Mais tu sais, c'est pas moi qui j'ajoute rien à ça. Je le laisse juste aller naturellement puis je laisse juste le travail se faire. Puis moi, je surveille puis je m'arrange pour que le travail se fasse bien, tu sais. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Ferment Mind. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Joe. Salut Joe. Salut. Tu vas bien? Ça va super bien, ouais. Eh ben écoute, je suis content d'être ici avec toi pour faire un nouvel épisode un peu plus particulier. Aujourd'hui, on va parler de viande, on va parler de boucherie, d'élevage, de bovins. Ça va être un épisode super intéressant, mais pour commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu auprès de nos auditeurs. Oui, salut, Jonathan, je travaille au Draveur à Roberval. Je suis cuisinier depuis 15 ans, spécialisé en boucherie. Je me suis dirigé là-dedans comme ça, par hasard. J'ai commencé C'est un hasard de la vie. Ouais, non, carrément. J'avais jamais pensé de cuisine de ma vie, j'ai juste fait ça comme ça. Donc, puis... boucherie, c'est vraiment pas quelque chose que tu avais préparé dans... Non, pas du tout. Non, je pense que quand j'étais au secondaire, si je me souviens, dans mon petit cahier de présentation de fin d'année, genre l'album de finissant, je crois que j'avais écrit que je voulais être comme un pompier ou quelque chose de même. Donc vraiment, mais ça, c'est un petit truc que je me posais pas mal à force de discuter avec des gens au Québec par rapport à la France. Le décalage, c'est que les gens ici, comme ils font beaucoup de petits tafs à côté de leurs études, etc., en fait, ils se retrouvent à faire un taf, être passionnés par le taf qu'ils font, toi peut-être la cuisine, etc. Et au final, ils partent vraiment dans un domaine qu'ils n'avaient pas du tout pensé. Ça crée vraiment des philosophies super intéressantes parce que là, tu t'intéresses vraiment à un métier toi-même, de ton propre chef, tu te mets à te mettre les connaissances. Ça, je trouve ça super intéressant, super beau en fait. Parce que tu crées vraiment des gens super passionnés. C'est vraiment ce qui est arrivé. Pour vrai, c'est comme, tu sais, j'ai pas de cuisinier dans ma famille, j'ai pas personne proche de moi qui faisait ça non plus. C'est venu comme ça, puis je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à cuisiner, puis après ça, tu sais, je me suis dirigé vers la boucherie. Puis là, c'est ça. À 32 ans, je suis rendu là. C'est déjà une belle étape, franchement, bravo. Et puis, pour commencer tranquillement notre première rubrique Casser la croûte, moi, ce que j'ai, c'est une petite rubrique d'introduction, en fait, à chaque rubrique, qui s'appelle Bien ou Mal. Tu verras, c'est assez simple. Tu as 5 questions et tu peux répondre que par bien ou par mal. Parfait. Je te laisse un joker si jamais tu as envie. Ok, good. J'ai le droit, j'ai le droit de me reprendre une shot, là, c'est bon. Puis on pourra bien évidemment revenir sur les questions un peu plus tard au courant de la rubrique, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc première question, bien ou mal de manger de la viande, peu importe sa provenance? Mal. Ok. Bien ou mal de laisser maturer sa viande à la maison? Je vais dire mal. Ok. Bien ou mal de juger une pièce de viande à son aspect? C'est très mal. Ok. Et bien ou mal de préférer la viande de supermarché car c'est moins cher? D'un côté économique, c'est bien, mais d'un côté gustatif puis qualitatif, c'est mal. Bien ou mal de préférer cuire une viande à point? À point, vous autres, c'est... au-dessus de saignant. Ok, ouais, c'est pas si pire, là, tu sais. Je pense, moi, je suis plus comme saignant, médium saignant, tu sais. À point, je pense que c'est plus médium un peu. Mais je vais dire mal quand même, là, j'ai pas le choix. Eh ben écoute, merci beaucoup. On pourra revenir, comme je t'ai dit, sur les questions au fur et à mesure de l'émission. Parfait. Mais écoute, aujourd'hui, toi, t'es passionné par la viande, puis par la maturation. Vraiment, c'est un truc que t'aimes beaucoup. Et moi, en tant qu'amateur de viande, j'aime ça, mais je connais pas
dans ce milieu-là. Je connais un petit peu comme ça, mais je ne connais pas parfaitement et je pense que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises déjà, c'est quoi une bonne viande et c'est quoi une viande maturée? En fait, c'est quoi le concept de la maturation? Ouais, ben en fait, c'est simple et pas en même temps. Le truc, c'est vraiment que il y a comme deux manières de faire maturer de la viande, comme celle-là qu'on voit ici en arrière, qui est comme avec le on a la chance vraiment, je n'ai pas parlé, là, ça fait plusieurs épisodes où j'ai la chance d'avoir un beau décor. On voit le dry aging qu'on appelle la maturation à sec, le vieillissement à sec, ça dépend de comment on dit, mais tu sais, c'est comme probablement la plus vieille technique au monde. Je veux dire, les gens font ça depuis qu'ils mangent de la viande, ça a toujours été comme ça. Quand on abat un animal, ben, il faut laisser le temps de, comme on dit, de laisser maturer pour laisser attendrir, laisser le temps aux enzymes puis à tous ces trucs-là de faire leur travail. Parce que quand on tue un animal, ben, il n'est pas comestible tout de suite. Je veux dire, tu pourrais comme tuer, mettons, je sais pas, tu tuerais un bœuf là, demain, puis tu croquerais dedans, puis c'est comme, c'est impossible, tu peux pas manger ça. C'est dur comme de la roche. Fait que le truc, c'est vraiment de laisser le temps à la viande de se reposer, de mourir tranquillement. Puis après ça, ben ça devient comme ce que nous, on connaît, comme, mettons, la viande qu'on mange, puis tout ça. Avant, on faisait tout le temps comme ça, le sous-vide n'existait pas, puis, là, des centaines et des centaines d'années, c'était toujours ça, on abattait les animaux, on les accrochait. Les gens qui vont à la chasse font encore ça, on prend les orignaux, on chasse tout ça, on accroche les orignaux. Pendant la saison des orignaux, quand je roulais sur la route, j'en voyais des gens qui... Puis, tu sais, fait que là, le truc, c'est vraiment de laisser le temps à la viande de reposer puis de maturer comme il faut avant la consommation. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de maturation qui appelle le wet aging, qui est la maturation en milieu humide. Okay. Puis ben là, c'est quand on met dans un sac sous vide. Mais ça mature quand même. Puis là, on a l'avantage qu'on perd pas d'eau, on perd pas de poids, tout ça. Il y a quand même un attendrissement puis une action enzymatique qui se fait. Par contre, c'est comme tu n'as pas d'échange avec ton environnement. Fait que quand tu fais de la maturation à sec comme ça, ben tu as toutes les bactéries puis tous les trucs qui sont présents dans l'air qui vont venir influencer ce que tu fais. Puis c'est ça qui est vraiment nice, c'est que quand tu fais la maturation à sec, ben que ça bonifie ta pièce. C'est que tu vas aller, un peu comme quand on fait des fromages puis qu'on fait des charcuteries, jouer avec le niveau d'humidité, jouer avec la circulation d'air, avec la température, tout ça, on contrôle cet environnement-là pour pouvoir... c'est un peu drôle dit de même, mais c'est comme une espèce de pourriture contrôlée. C'est comme si on n'en prenait pas soin, ben je veux dire, ça deviendrait comme une carcasse en décomposition. Tandis que là, c'est ça. Tandis que là, on arrive puis on dit, ben en mettant la bonne température, en mettant le bon niveau d'humidité puis toutes ces affaires-là, ben on réussit à obtenir un milieu qui permet à la viande de maturer sans trop se dégrader puis de se diriger vers quelque chose. Puis là, on va chercher toutes sortes de profils de saveurs. C'est ça que j'allais te poser comme question. Donc, maturer sa viande, tu nous as bien expliqué le principe, mais moi, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi les avantages sur ta viande quand tu vas la maturer? Parce qu'aujourd'hui, oui, donc de ce que j'ai compris, tu dois la laisser maturer de toute façon obligatoirement avant de pouvoir la consommer, mais maintenant, il y a aussi beaucoup... plus tu la laisses maturer, c'est un petit peu un effet aussi, voilà, la viande a été maturée tant de jours, etc. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça a comme effet de la maturer encore plus longtemps que déjà la partie où tu peux déjà la consommer. Qu'est-ce que ça a comme effet sur la viande au niveau de la en fait, c'est que il y a comme une période minimum. On peut dire que normalement, ça prend environ 2 semaines. C'est une quinzaine de jours pour dire que la viande de bœuf, là, on parle toujours de bœuf, là, on y va vraiment. Fait que, pour que la viande elle soit vraiment comme une maturité acceptable pour que ça soit correct pour la consommation. Avant ça, c'est pas intéressant, c'est dur, il y a du travail à faire. On essaie genre de laisser le temps justement aux fibres musculaires puis tout ce qu'on mange à la chair de se détendre. Fait que 2 semaines, c'est comme un peu le minimum. Passer 2 semaines après ça, mais plus on va pousser, puis plus on va accentuer toujours, encore une fois, quand je parle en maturation à sec comme ça, parce que, je veux dire, comme je disais tantôt, c'est ça, quand je disais tantôt, on peut faire la maturation sous vide, mais la seule affaire qui se passe, c'est que les enzymes qui sont naturellement présentes dans la viande vont travailler puis vont l'attendrir, mais il n'y a aucun échange avec l'extérieur, c'est scellé dans un sac en plastique. C'est ça. Fait que là, tandis que quand on arrive comme ça, puis que les bactéries, comme quand on fait des charcuteries avec toutes les moisissures, les affaires qui vont apparaître à la surface de ta viande, qui vont influencer avec le temps toutes les saveurs que tu vas aller chercher. La viande, en séchant aussi, va perdre de l'eau, va se concentrer en saveur. La texture va se modifier. On va aller chercher un goût de bœuf plus prononcé. On va aller chercher aussi le gras en s'oxydant. Va laisser apparaître des arômes vraiment nice de beurre, de champignons, de noisettes, de trucs comme ça. Il n'y a pas une pièce qui vieillit de la même manière. D'un bœuf à l'autre, ça goûte jamais la même affaire. Mon cellier ne goûtera pas la même affaire que le cellier de quelqu'un qui est à Montréal ou en France ou un truc comme ça. C'est comme...
tout dépendant de où tu fais vieillir ta viande, ben, dans quel environnement et avec quoi tu la fais vieillir? C'est ça. Parce que les viandes d'à côté vont influencer sur... Tout influence, tout ce que je vais mettre là-dedans, ils s'influencent toutes les unes les autres. Fait que tu sais, on crée un peu notre micro-environnement qui va comme tout se stimuler les uns les autres. T'sais. Et justement, moi, c'est ça qui me fait beaucoup rire. Enfin, pas rire, mais c'est que tu sais, toi, t'es boucher. Tu sais, j'aime bien, moi, tu sais, à la base, je suis boulanger et je fais cette émission. Moi, parce que je suis passionné de boulangerie pour discuter avec des passionnés comme toi. Et en fait, c'est là qu'on se retrouve à avoir en fait, dans nos process des grosses similitudes. Tu vois, là, toi, tu as la maturation, moi, j'ai la fermentation de mon pain, qui est quasiment le même process, c'est-à-dire que je vais jouer avec le temps. Et moi, bah, je vais laisser ma pâte fermenter, par exemple, en chambre froide sur du 24 heures. Bah, plus je vais accentuer les saveurs, plus je vais accentuer l'aromatique, etc. Puis d'autres développements au niveau de la panification. Mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, on se retrouve en fait, à utiliser les mêmes process à peu près. C'est comme je disais tantôt avec les fromages, avec le pain, avec les charcuteries, tout ça. C'est tout un peu le même principe de laisser naturellement travailler les bactéries, puis les moisissures, puis les trucs comme ça, puis de choisir un produit de qualité, puis de laisser agir naturellement les choses, puis de le laisser se bonifier par lui-même. C'est vraiment le mot naturellement, parce que c'est vraiment tu laisses c'est comme quand je travaille en boulangerie, j'ai tendance à dire, nous, on n'intervient qu'à des étapes minimes, qui sont certes majeures, mais on fait rien. En fait, on laisse la viande, on laisse le produit s'exprimer en fait. Tu vois, moi je dis tout le temps, moi je dis tout le temps la même affaire. C'est comme, tu sais, moi je suis juste un peu comme le gardien de tout ça. Tu sais, je m'assure que tout va bien. Tout va bien, mais puis je surveille. Mais tu sais, c'est pas moi qui j'ajoute rien à ça. Je le laisse juste aller naturellement, puis je laisse juste le travail se faire. Puis moi je surveille, puis je m'arrange pour que le travail se fasse bien. Tu sais, t'es comme un peu le casse-blanc genre. Exact. Mais sinon c'est comme tu sais, le cellier est là, puis la viande vieillit tranquillement, puis tout se fait, puis tu sais, on arrive après ça, puis on a une côte, puis on la coupe, on regarde ce qu'il y a dedans, puis là, tu l'ouvres, puis tu as tous les parfums, puis les odeurs qui apparaissent. C'est là que tu fais comme, OK, wow, tu sais, le résultat, nous, on dit que le résultat, il est sorti du four, toi, c'est vraiment quand tu coupes. Et justement, pour des gens qui ont l'habitude d'acheter en supermarché, etc., comment, en fait, tu reconnais une viande maturée au niveau de l'aspect, par exemple Ben, c'est sûr que comme ça, c'est facile. En fait, là, on a la chance d'être à côté du cellier, donc on voit directement la viande est un peu plus noircie, un peu plus séchée. Mais on voit la croûte qui se forme aussi, tu sais, ça va sécher, ça va noircir, ça va oxyder, le gras change de couleur, tout. Tu sais, à la limite, comme ça a presque pas l'air mangeable, on dirait. En fait, tu te demandes si ça pas pourri, mais genre. Ouais, ben un peu, c'est ça. C'est un peu le principe. C'est un peu ça quand même. Complètement mangeable. Mais tu sais, une fois qu'on a coupé, comme je sais pas, tu sais, on peut voir celle qui est là, comme ça. Ouais, celle-là, en fait, elle a été coupée aujourd'hui. Ça, c'est la viande. Ouais, ça, c'est la viande fraîche. Tu vois, par exemple, que celle-là, elle a peut-être moins maturée. Ouais, non, ça, c'est vraiment tantôt, je l'avais. Tu viens de la slicer. Ouais, je l'ai coupée aujourd'hui, j'en ai vendu quelques-unes aujourd'hui, quelques autres. Fait que, tu sais, celle-là, c'est vraiment une tranche fraîche. Ça a quelques heures de pas plus, tu sais. Fait que la viande qui est dedans est vraiment comme ça. Mais on voit avec la maturation ce que ça va faire. Ça fait une croûte protectrice. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment comme ça va sécher. On va enlever tout ce qu'il y a autour. Puis on va récupérer comme juste la viande qui reste au milieu. Puis tout ça, ça va tranquillement agir, se déshydrater. Mais quand tu arrives et que tu regardes, pour savoir visuellement si une viande a été maturée, mais même une fois trimée, une fois qu'on a enlevé toute cette croûte-là et toutes les affaires, on voit quand même visuellement la viande va devenir plus foncée. Souvent, ce que ça fait aussi, c'est que le gras va changer de couleur un petit peu, des fois aussi, on le voit. Puis c'est surtout quand on va arriver, puis c'est surtout au toucher. Au toucher? Ouais. Quand on va vraiment tous tes sens en fait, qui sont mis en... Ouais, ben toute la viande se raffermit. Puis moi, je trouve que quand la viande bien maturée est froide, ça a une texture qui ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça ressemble vraiment à ça. Parce que moi, j'avais tendance à dire, qu'on me disait, en fait, quand tu vas par exemple au supermarché, même parce que tu sais, au supermarché maintenant, ils essayent de un peu surfer sur cette vague de maturation où tu peux trouver des gens qui mettent Angus triple A avec maturé tant de jours, mais souvent en fait le temps de jour c'est les 15 jours qu'on parlait tantôt. Oui, ou mettons tu peux trouver comme tu vas sur les tablettes des supermarchés puis tu peux trouver un truc comme mettons maturation 21 jours plus de tendreté et tout ça, mais c'est comme je te disais tantôt, c'est pas souvent la majorité du temps c'est pas en dry aging, c'est sous vide. Fait qu'ils font juste comme prendre le morceau de bœuf, ils le foutent dans un sac sous vide, ils mettent ça sur la tablette, puis ils laissent ça pendant 21 jours, après ça ils coupent et ils le mettent dans le comptoir à l'épicerie. Fait que oui, OK, ça va être plus tendre, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas vraiment bonifier ta pièce de viande? Non. À part avoir quelque chose de plus tendre, parce que tu iras pas chercher tous les arômes que tu vas aller chercher avec la maturation à sec. Et cet aspect justement de persillage,
Là, ça va être plutôt plus par rapport au bovin que tu vas avoir choisi, ou aussi la maturation peut jouer sur le persillage? La maturation, elle ne change pas le persillage. Le persillage, c'est vraiment comme par rapport à l'alimentation de la bête. Okay. Fait que là, c'est sûr que nous, on va le faire avec des animaux qui ont été sélectionnés pour ça. On travaille avec du bœuf québécois, puis on travaille le plus possible quand on peut avec du bœuf local. C'est plus compliqué un peu, mais on réussit quand même à avoir comme... Alors du bon bœuf et des bons... Puis le persillage vient vraiment de l'alimentation. C'est le gras intramusculaire qui va s'introduire dans la fibre, puis qui va comme nourrir à cuisson, tu sais, le gras qui fond, puis qui nourrit ta viande en gras, tout ça. Mais le persillage vient vraiment de l'alimentation de l'animal. Fait que plus l'animal est tranquille, bien nourri, puis qu'on en prend soin, puis des diètes contrôlées. Ouais, c'est ça, toutes les diètes contrôlées, on y donne... Ça dépend des moments de sa vie. Il faut que tu lui donnes la bonne nourriture au bon moment. Il faut que tu saches aussi... il y a toute une science en arrière de ça. Les mélanges, le maïs, l'orge, toutes les affaires comme ça. Le bœuf de Kobe est nourri pratiquement juste avec des céréales, tandis qu'il y en a qui sont 100% grass-fed, nourris à l'herbe. Puis tout ça va donner toutes sortes de persillages, de textures, puis de parfums, puis de goûts différents, genre à la viande que tu vas obtenir avec. OK, ben tu vois, c'est super intéressant de savoir parce que... Mais c'est des choses qu'on connaît pas toujours. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à acheter ma viande, tu sais, au début sans savoir un petit peu parce que tes parents étaient en supermarché, etc. Donc tu sais pas vraiment ce que tu manges. Moi, je mangeais des petites croquettes surgelées quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure que moi, j'ai eu la chance de travailler, on en parlera plus tard, tu sais, en apprentissage, tu côtoies des gens de l'alimentation, des bouchers, etc. Puis après, tu te dis, ah ouais, la viande et tout, ça a un autre goût, ça a vraiment une autre saveur. C'est vraiment on appelle ça de la viande, mais c'est vraiment des produits complètement différents. Ouais. Quand tu vas manger une vraie bonne viande, comme on a pu acheter une fois ici, t'as plus du tout les mêmes saveurs et les mêmes. Non, puis tu sais, le truc c'est ça. J'ai beaucoup de clients. Tu sais, on a commencé à faire ici à la boucherie à Roberval, on a commencé à faire ça. Ça fait tout près d'un an maintenant. Mais au début, les gens ils n'étaient pas familiers avec ça. Tu sais. Fait que là, on introduisait un concept, tu sais, je veux dire, ouais, OK, dry aging, puis toutes ces affaires-là, je veux dire, là, il y a plein de monde qui connaissent ça, puis je veux dire, on a Internet, puis on le voit partout, mais je veux dire, tu sais, il n'y avait pas ça ici. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas super familiers avec ça. Puis là, en leur expliquant, puis en leur faisant essayer la différence que ça donne, les gens viennent me voir, puis ils font comme moi, mais tu sais, parce que oui, évidemment, ce que j'ai en laissant vieillir comme ça, puis c'est plus cher, tu sais, j'ai de la perte. Après ça, c'est comme c'est là longtemps. Puis, puis on choisit de la viande de qualité. La viande de qualité coûte plus cher, tout ça. C'est ça, ouais. Mais les gens viennent me voir et ils me disent comme, tu sais, ouais, OK, j'ai des côtes de bœuf à genre 50 balles, mais tu sais, j'ai comme, mais ça vaut la peine. C'est les rares choses où, enfin pas les rares, mais en fait tu l'achètes, au début tu trouves ça cher, mais en fait tu le sais directement après avoir mangé la première bouchée pourquoi tu as payé plus cher, parce que ça vient tout de suite. Tout de suite, tu comprends pourquoi tu as payé cher et pourquoi ça les vaut. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu trouves dans une petite barquette de styromousse à l'épicerie. C'est comme, c'est vraiment pas la même qualité. Puis, je m'excuse à tous les épiceries de ce monde, mais c'est pas de la viande de qualité qui a ces tablettes. C'est sûr que... Du coup, ça va être moins bon pour ta santé, non, etc. Ça vient pas de bêtes qui ont été élevées pour ça. Si on veut avoir une viande de qualité puis qu'on veut pouvoir... avoir tout ce persillage-là et les affaires. Ce que tu retrouves à l'épicerie, c'est pas des bœufs, en tout cas pour la majorité d'entre eux, ça, il y a certaines sélections, là, en général... J'en avais entendu parler, justement, tu sais, ici, ils mettent aussi beaucoup, même en France, c'est l'Angus, parce que ça marche bien. Sauf qu'en fait, Angus... C'est juste une race. C'est juste une race, et puis surtout, c'est pas du tout la race que tous les gens pensent avec l'Angus. Ils pensent au Black Angus, qui est élevé dans je sais quel pays. C'est le Black Angus, c'est écossais. Écossais, voilà. Ouais. Ils pensent à ce Black Angus écossais, alors que pas du tout, c'est de l'Angus classique, et c'est fait beaucoup en Amérique, etc. C'est élevé en... Puis, tu sais, encore une fois, c'est comme on dit, c'est juste une fucking race. Tu peux... C'est un bœuf Angus. Après, comment tu le nourris, comment tu l'élèves, ce que tu y donnes. Oui, je veux dire, oui, OK, ils ont la particularité d'avoir une belle qualité de viande, ils ont un bon rendement sur la carcasse, puis je veux dire, ils persillent beaucoup. Puis ça, génétiquement, ça va. Mais l'affaire, c'est qu'après ça, tout ce que tu fais avec, c'est ça. Je veux dire, c'est juste une partie du résultat final. C'est pas juste, tu peux pas dire c'est du bœuf Angus puis faire c'est du bon bœuf. Ouais, ça veut pas dire ça pantoute là, tu sais. C'est ça, c'est le même principe que quand tu vas être boulanger, tu vas acheter une farine et
c'est pas parce que la farine est de super belle qualité ou qu'elle Ben non, pas c'est ça. belle qualité, si tu sais pas l'utiliser derrière ou que tu l'utilises mal, tu fais mal tes process de fabrication, si toi, ton pain il est pas forcément bon et il est pas forcément intéressant. T'es pas bon, puis tu pétris mal ta shit ou tes affaires, puis tout, puis tu sais pas comment ça marche, mais ton pain, il sera pas bon, tu sais. Exact. T'as bien beau avoir les meilleurs produits de la terre, si tu sais pas comment faire, mais c'est comme, tu sais, ça donnera pas un bon résultat. Et justement, moi, je t'avais posé la question dans les bien ou mal sur la cuisson de la viande. Ouais. Bon, ça, c'est vrai que c'est aux préférences des gens. Ouais, c'est très... Mais est-ce qu'il y a quand même une cuisson plutôt parfaite qui va être au niveau de les saveurs, au niveau de je sais pas, de nutriments que tu vas avoir dans la viande, qui est vraiment plus intéressante qu'une autre? Parce que, par exemple, Ben, tu sais, mettons, pour les nutriments puis tout ça, tu sais, je sais pas, mais mettons, je te dirais, pour avoir comme la meilleure expérience possible, comme en bouche, puis vraiment dire, je veux profiter du maximum de saveur puis du maximum de tendreté puis de jutosité de toute ton affaire, tu sais, ben, je pense que tout le monde, ou à peu près tout le monde qui va écouter va être d'accord avec moi, mais tu sais, c'est genre, c'est médium saignant. C'est comme, puis si on y va en température, ben... médium saignant, c'est rouge et rosé sur les bords. Ouais, c'est ça. C'est bien... C'est genre rouge à l'intérieur, bien saisi, bien juteux. Tu sais, un comme... Parce que l'affaire avec médium saignant, ce qui est nice, c'est que tu gardes encore tous tes jus, tu gardes toute la qualité de la texture puis tout ça, puis tu laisses le temps aussi au gras de fondre comme il faut. Tu sais, OK, ouais, il y en a qui aiment ça manger bleu puis tout ça, puis tu sais, ça va, je comprends. Mais l'affaire, c'est que... Ça m'est déjà arrivé, mais c'est quand même assez spécial de manger bleu. Ben, ça m'est déjà arrivé d'en manger, c'est pas que... dérangeant, mais c'est quand même... Mais c'est parce que le gras est encore froid. Puis si tu veux profiter vraiment de ce persillage-là qu'on parlait tantôt puis qu'on dit qu'il est dans le muscle, bien, il faut que tu laisses le temps à ce gras-là de fondre. Puis en allant chercher un petit peu plus de température, ce gras-là fond, puis nourrit ta viande. Puis c'est ça qui va te donner toute la texture puis la saveur que tu veux. Surtout quand on arrive avec la maturation, le côté beurré du gras, genre, qui fond tout ça. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est sûr que moi, c'est ma manière, ben, c'est ma cuisson préférée. Mais tu sais, je veux dire, mettons, ça dépend des coupes aussi. T'sais, si on arrive et qu'on fait, mettons, un filet mignon, genre. Le filet mignon, il est vraiment bien saignant, mais c'est une viande qui est maigre, puis c'est une viande qui est ultra tendre. Tandis que si on arrive puis on prend une côte de bœuf, qui est aussi ultra tendre, mais qui est hyper grasse, bien, si on veut pouvoir profiter de ce gras-là, bien, il faut qu'on le cuise un petit peu plus, puis qu'on lui laisse le temps, genre, de se transformer, puis ça, c'est quelque chose qui est important, tu sais. Fait que moi, je pense sincèrement que si on veut avoir comme la meilleure cuisson puis la meilleure expérience, à mon avis, à moi, c'est médium saignant. OK. C'est bon à savoir. Je pense que c'est... De toute façon, je suis à peu près du même avis, saignant, médium saignant. 55 Celsius. C'est ça, le truc. Okay. Et donc, tout à l'heure, tu me disais que c'était pas une bonne idée de maturer sa viande à la maison. Ouais. Pourquoi? Est-ce que ça peut se faire déjà? Ben oui, ça peut se faire. Puis il y a plein de Mais il faut vraiment connaître le truc. Ben, c'est parce que, je veux dire... Faut faire gaffe à l'hygiène. J'ai déjà essayé quand j'ai commencé au début. C'est comme ça que j'ai appris un peu aussi. Mais tu te rends compte que c'est un truc qui est quand même assez délicat. On s'entend que tu peux pas acheter n'importe genre. Tu vas pas aller... Je suppose que ça marche pas ou tu vas acheter une viande au supermarché, tu le laisses vieillir chez toi. Non, parce que tu peux pas faire vieillir un steak ça d'épais. C'est comme tu vas le mettre là dans ton frigo, soit il va pourrir, puis soit il va sécher puis il va se transformer en petite steakette de jerky. Tu sais. Ça prend une pièce au complet. Il faut que tu aies toute la pièce de côte parce que tu as encore le gras, tu as encore les os, puis là ça va protéger ta viande. Ça va aussi l'empêcher de sécher trop rapidement. Tu peux pas faire sécher, de faire maturer des pièces qui sont trop petites. Ça va sécher trop vite, puis ça devient plus rien. Puis de le faire à la maison, c'est touché parce que si tu le fais, tu peux pas mettre ta viande à maturer avec d'autres affaires. Tu peux pas, comme par exemple, je pourrais pas foutre des oignons là-dedans. Si je fous des oignons là-dedans, quand je vais sortir la coupe, je vais te le faire, le steak va goûter l'oignon. Tu sais, c'est comme, il absorbe tout ce qui l'entoure. Fait que si tu le mets dans un frigo avec plein d'affaires, ben il va s'imprégner de son environnement puis c'est pas bon. Tu veux un cellier qui a juste du bœuf dedans. Tu veux avoir un bon steak, tu veux avoir une bonne côte de bœuf maturée, bien, quand il passe 45 jours dans le cellier, c'est 45 jours comme ça à reposer dans son environnement avec juste d'autres pièces de bœuf. Puis, tu sais, la température est contrôlée. Ça, c'est important aussi. Les frigos de maison, des fois, on sait pas, ils sont pas super précis. Des fois, tu ouvres la porte souvent, tu gosses, tu bouges des trucs. Fait que, tu sais, oui, il y en a qui disent que tu peux le faire. Souvent, tu peux t'acheter un autre réfrigérateur, puis tu peux comme te gosser quelque chose à la maison, puis te faire un setup un peu. Il y en a qui le font. Ouais. Avec un frigo ordinaire, tu peux mettre des petits fans, puis tout. Puis il y en a sur le net, tu vas voir, puis tu sais, il y a moyen de le faire. Mais mon vrai avis là-dessus, c'est de se dire, tu sais,
si t'es pas du métier ou que tu Ben, n'as pas envie d'aller vers ce métier-là. Ouais, puis tu sais, c'est Même touché pour quand toi-même, en fait, c'est mieux de. Ça reste de la viande crue, pareil. Là, c'est facile. Si tu l'échappes, là, je veux dire, ça peut pourrir puis tu peux tout perdre. Là. Ouais, puis tu peux même te faire gaffe pour ta santé. Mais toi ça, aussi, ça se fait. Puis tu sais, je connais des gens qui l'ont fait tout ça. Puis, mais je pense que c'est quand même. C'est pas à prendre à la légère. Okay. Tu sais, c'est pas comme. Ok. Et bah écoute, on a pas mal rentré donc. On a pas mal parlé de tous les sujets intéressants et tout. Donc moi, ce que je vais te proposer tout de suite, c'est de passer tout de suite à cette deuxième rubrique. Ouais. La rubrique est la levée des mystères. On va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans tout ce dont on a parlé et puis encore plus d'autres choses d'ailleurs. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.